Bienvenue à tous pour ce foutu nouvel épisode, deuxième épisode et critique en série. Je dis foutu épisode parce qu'en fait, aujourd'hui on va critiquer une foutue série et laissez-moi vous dire que ça va être un foutu massacre. À la base, cette série est inspirée des romans de L.J. Smith. Elle a ensuite été reprise par Julie Plec et Kevin Williamson en tant que producteur exécutif. Kevin Williamson, connu pour avoir été le scénariste de la saga Scream et Mrs. Tingle. Concrètement, moi, quand je sais qu'une œuvre est inspirée d'un roman, en tant que critique, ma première réaction, c'est de me dire en quoi est-ce que l'œuvre dépasse le roman, tranche avec le roman. Alors là, je vais être très clair avec vous en ce qui concerne Vampire Diaries. Ça ne tranche pas. Ceux qui ont lu les romans, vous n'avez pas besoin de regarder la série. Et ceux qui ont vu la série, je vous jure, ne claquez pas votre argent pour acheter les romans. Parce que c'est la même chose. Parole de critique en série, effet garanti. Si vous achetez les romans après avoir vu la série, vous allez vous sentir mal. C'est exactement la même chose. Rien ne change. En tout cas, sachez juste que cette série est inspirée d'une saga de romans. Il y en a eu quelques-uns, je crois 4 ou 5. Et c'est de la merde. Au casting, dans le premier rôle, on a Nina Dobrev qui interprète Elena Gilbert, qu'on a vu dans Never Cry Werewolf, excusez mon anglais, qui s'est sorti uniquement au Canada, et dans la série Degrassi Nouvelle Génération. À ses côtés, on a Paul Wesley et Yann Sommerhalder, qui interprètent Stéphane Salvatore et Damon Salvatore. Alors, Paul Wesley, qu'on a vu dans le film ou la série Fallen, et dans Killer Movie, Yann Sommerhalder, qui lui est apparu dans Lost et dans Smallville. Alors par contre, pour Smallville, même moi, c'était une surprise totale, parce que je ne me souviens pas l'avoir vu dedans. On a Steve McQueen, qui interprète Jeremy Gilbert, lui a joué dans Piranha 3D. On a Catherine Abraham, qui interprète Bonnie Bennett. Alors elle, on se demande ce qu'elle fout là, vu son CV, parce qu'à la base, elle est productrice de musique, chanteuse, top modèle, elle a joué dans Honey 2. On a Candy Sakola, qui interprète Caroline Forbes, elle a joué dans Supernatural, How I Met Your Mother et joue en ce moment dans la série Drop Dead Diva. On a Zach Ruring qui joue Matt Donovan, qui a joué dans une série appelée, enfin traduit en français, On ne vit qu'une fois, dans une série appelée As the World Turns, et dont la première apparition se joue dans New York Police Judiciaire. On a Kayla Ewell, qui interprète Vicky Donovan, qui a joué dans The Bold and the Beautiful, et fait une apparition dans Veronica Mars. On a Michael Trovino, qui interprète Tyler Lockwood. Il a joué dans le film The Factory. Il est apparu dans Charm, dans Bones, dans Les Experts et dans Beverly Hills Nouvelle Génération. On a Matthew Davis, qui pour moi est pas forcément le meilleur acteur, mais c'est quand même celui qui a le plus de gueule à l'écran, qui interprète Alaric Saltzman. Il a joué dans Urban Legend 2, il a joué dans Donnie Darko 2 et il a joué dans la bouse intergalactique qui est Pearl Harbor. Et il interprète le premier rôle dans dans une série actuellement qui s'appelle The Cult. Et on a Sarah Canning qui interprète Jenna Summers. Le speech de base n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on a Elena Gilbert et son frère Jeremy Gilbert, tous les deux orphelins, tout juste remis du deuil de la mort de leurs parents. Ils vivent chez leur tante Jenna dans la petite ville de Mystic Falls. Donc Elena qui exprime le désir de vouloir vivre simplement normalement, de revivre normalement après ce deuil. Et Jérémy qui lui par contre clairement manque de repères et donc un peu dans le rôle du bad boy un petit peu, voilà le petit frère un peu bad boy qui sait plus trop où il en est, il va se planquer dans les bois, il se drogue. Ça commence le jour des cours. Alors là, le jour des cours, ça nous permet de rencontrer les autres personnages. Il me semble bien que la première qu'on rencontre c'est Bonnie Bennett. Alors Bonnie Bennett, elle c'est magnifique. On est dans le premier épisode, on est dans les 15 premières secondes, il s'est rien passé de surnaturel. Et là, sans que ça ait aucune justification notable, la meuf nous apprend qu'il se passe des trucs bizarres autour d'elle et que peut-être sa grand-mère lui a légué un don de sorcière. Pourquoi pas? On rencontre ensuite Caroline Forbes. Alors Caroline Forbes, c'est le personnage qui d'entrée de jeu va vous énerver. Pour une raison simple, parce que dans la série, c'est toujours celle qui organise les événements qu'on voit à la fin de l'épisode. Par événement, je veux dire genre la petite fête, quoi. Dans la première saison, tous les épisodes se finissent par une putain de fête. C'est quoi le délire? Si c'est pas Halloween ou Noël, ça encore je veux bien. Mais faut toujours qu'il y ait une fête à la con à la fin de chaque épisode. Mais putain, vous en quelques-unes. Mais n'en fous pas à chaque fin
Mais en fait, c'est que le début. Faut pas que je craque, je vais me calmer. Ces deux personnes sont en fait les amis de Elena Gilbert, avec qui elle partage évidemment secrets, confidences, intimité. De son côté, Jeremy Gilbert, son frère, est aux prises avec Vicky Donovan, avec qui il est foutrement amoureux, de qui il est foutrement amoureux, mais malheureusement, elle a une influence plus que mauvaise sur lui, puisque elle et lui se droguent. D'ailleurs, en ce qui concerne la drogue, sachez que c'est quand même un thème récurrent de la série. En tant que vampire, la prise de sang est souvent traitée comme une prise de drogue. On a des amis, on a de la famille, on va à l'école, et là, bim, arrive Stephen Salvatore. Bah, Stephen Salvatore, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est un vampire. La seule personne assez conne pour pas s'en rendre compte, c'est Elena Gilbert. T'as envie de lui dire, mais connasse, c'est écrit dans le titre. Vampire Diaries. Stephen Salvatore, bon, bah, il vient pas tout seul. Hein. Stephen Salvatore, il vient avec son frère, Damon Salvatore. Et Damon Salvatore, c'est un dingue. Damon, lui, il en a rien à foutre. Il flingue des gens. Il se nourrit encore. Non, désolé, attendez. Là, il faut que Damon Salvatore ne flingue pas les gens. C'est-à-dire qu'avec le temps, il a trouvé une technique pour pouvoir se nourrir des gens, mais sans avoir à les tuer. Bon, quand on part d'un concept qui veut qu'on a un vampire cool et un vampire qui l'est moins, si tu veux que ça soit réaliste, fais que le vampire qui est pas cool est vraiment pas cool. Après, personne t'a dit de faire en sorte qu'il soit frère, il faut l'assumer. Mais non, là on a un mec qui est gentil, mais gentil à un point où ça en donne la nausée, avec un mec qui est méchant, et tu te dis, ah tiens, les événements vont peut-être arriver de ce mec, là il est méchant, il va foutre le bordel un petit peu dans Mystic Falls. Mais non, 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 et non. C'est des petits plans diaboliques, des petits plans maléfiques. D'ailleurs, à un moment, vous allez voir dans la série, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou dans la saison 2, bon, j'ai pas regardé tous les épisodes évidemment, mais j'ai réussi à en trouver quelques-uns où j'ai vite remarqué que l'utilisation du terme plan maléfique dans les dialogues, en plus d'être stupide, ça sert à rien de le répéter, ça le rend pas moins stupide. Quand un personnage dit une phrase en la commençant ou en la terminant par plan maléfique, en tant que spectateur, ça t'éjecte de la série, ça t'éjecte de l'histoire. Tu réalises qu'on vient de te servir de la merde. Il ne faut pas faire dire ce genre de choses à des personnages. Il ne faut pas. D'ailleurs, ça m'amène finalement au plus gros des problèmes de cette série, qui est en fait dans la forme. Cette série est naze, on est d'accord, dans la forme et dans le fond. Mais le truc, c'est que cette série repose sur du vide. Une histoire, ça se construit événement-personnage, événement-personnage. Les deux s'influencent et se font évoluer mutuellement. L'idée, c'est d'amener tout ça vers un dénouement. En tout cas, dans le cas d'un film, c'est d'amener ça vers un dénouement. Dans le cas d'une série, c'est d'amener ça aussi loin que possible. Et ben dans Vampire Diaries, non. Non. Ça non. Alors je veux bien qu'on puisse bousculer les conventions, elles sont faites pour ça. Hein. Mais là, faut pas déconner quand même. On dirait que les événements arrivent indépendamment de ce que font les personnages. Le meilleur signe de ça, en fait, c'est de se rendre compte qu'au bout d'un moment, tu regardes cette série et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi lui, il a fait ça? Pourquoi lui a dit ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres dans un autre monde. Rien qu'à cause de ça. Les événements, c'est chaotique. L'avancée scénaristique est complètement, mais complètement décalée. Et à cause de ce décalage, eh ben, t'as l'impression que, du coup, les personnages sont à côté de la plaque. Sérieusement. En plus, ils ont un truc avec les personnages. Vous savez, des fois, on a l'impression que Mystic Falls, c'est une ville, en fait, elle fait 30 mètres carrés. Parce que quoi qu'il se passe, on trouve toujours les mêmes mecs au même endroit. Admettons, Damon Salvatore, regard ténébreux, il suit un mec, il va pour l'attraper. Et putain, au moment où il va le tuer, t'as toute la clique de Mystic Falls qui lui tombe dessus. Mais qu'est-ce que vous foutiez là? Concrètement, qu'est-ce que vous... J'écris, je vais la relire et je vais me dire, ouais mais attends, ça plante. Comment est-ce que ces personnages-là, pour qu'ils soient là, comment est-ce que moi je les ai amenés là? Eh ben cette réponse-là, dans Vampire Diaries, vous ne l'aurez jamais. J'avais promis, oui, je ferais pas le mec sérieux, mais il y a quand même un concept que j'aimerais partager avec vous, ce qui s'appelle le Deus Ex Machina, que vous pouvez traduire par le dieu qui sort de la boîte. C'est un vieux truc qui nous vient du vieux théâtre grec. C'est une mise en scène qui consistait à foutre en fait le personnage dans une telle merde qu'à la fin, le seul truc qui puisse le sauver, c'est qu'on fasse descendre en fait un acteur qui représentait un dieu, et hop, le dieu sauvait le personnage de cette galère. Ça s'appelle le Deus Ex Machina. C'est devenu un flop scénaristique en fait qui permet simplement d'exprimer le côté téléphoné d'une situation. Le côté ouais mais non. En tant que scénariste, tu mets ton personnage dans une telle situation qu'à la fin, t'es obligé de sortir un dieu d'une boîte pour le sortir de cette situation. C'est-à-dire que quand vous mettez des personnages dans une situation inextricable, que ça se finisse de manière inextricable. C'est-à-dire que combien de fois t'as des personnages qui sont censés crever et par quel miracle de la nature, et ben non, ils crèvent pas parce qu'au dernier moment, bim, ils trouvent la solution. Je commence à avoir un mal de crâne à force de parler de cette galère. Donc on va passer au fond. C'est-à-dire qu'un mec
qui a 150 berges. Admettons, moi, maintenant, je suis un vampire. J'ai 150 piges. T'as quand même vécu de sales trucs. T'as quand même vu des... Bah, bon, allez, parlons des femmes. Explique-moi, c'est quoi la logique qui fait qu'après après avoir goûté à de multiples époques, de multiples modes, de multiples façons d'apprécier les choses, quel est l'intérêt d'aller draguer une lycéenne de 16 piges? D'ailleurs, le simple fait de retourner à l'école, mec, pour tous ceux d'entre vous qui ont arrêté l'école, mais est-ce que tu y retournes? Non, tu n'y retournes pas. Tu n'y retournes. Alors imagine au bout de 150 ans. Mais tu crois vraiment que ton premier réflexe quand tu arrives dans un bled, c'est de demander à t'inscrire dans le lycée du coin? Non, non, t'es un vampire. T'es un vampire. Va tuer des gens. Va. Bon, après, si t'as envie de tomber amoureux, c'est pas grave. Avec le nombre de femmes qu'il y a, faut bien que ça finisse par arriver. Mais s'il vous plaît, pondez-nous des histoires d'amour matures, quoi. Des histoires d'amour que nous, en tant que jeunes adultes ou adultes, on puisse au moins un minimum s'identifier. Là, je m'identifie à rien. Je m'identifie à rien, que dalle. Arrêtez de nous chier de la merde en nous les faisant passer pour des histoires d'amour torrides. Surtout que là, c'est même pas simplement une histoire d'amour, c'est un triangle amoureux. Vous vous rendez compte du thème que c'est? Un triangle amoureux. Je vous rappelle quand même, je vais pas les citer, mais je vous rappelle quand même qu'il y a des chefs-d'œuvre qui ont été créés sur le thème du triangle amoureux. Alors je dis pas que Vampire Diaries doit se hisser au rang de chef-d'œuvre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais entre la bouse cosmique et le chef-d'œuvre, il y a quand même il y a de la place pour caler quelques bonnes idées. En guise de conclusion, je dirais simplement qu'en fait, Vampire Diaries, à l'image d'un Twilight, énormément en fait de points communs avec Twilight, dans le sens où toutes les conventions concernant le vampire sont brisées. Tout l'archétype du personnage de vampire est foutu par terre. Pourquoi pas? Mais au profit de quoi? C'est ça la question, c'est au profit de quoi? Est-ce que c'est au profit d'une réinvention du personnage qui fait avancer l'histoire et le passif du personnage du vampire? Non, non. C'est au profit d'une politique qui vise à tout simplement impressionner des petites midinettes. Je veux dire, à un moment, faut le dire, il n'y a pas d'autre mot. C'est tout. Qu'on veuille mettre des jolis acteurs dans une série, pourquoi pas? Après tout, n'importe quel garçon qui regarde la série doit admettre qu'il y a aussi des jolies jeunes filles. Mais à un moment donné, stop, quoi. Stop. Genre moi, ça me donne juste mal à la tête. Alors vous savez quoi? Vous voulez vous abonner? Abonnez-vous. Vous voulez critiquer? Critiquer. Je suis prêt à encaisser les coups des fans de Vampire Diaries. S'il y en a qui sont prêts à se fighter, s'il faut, je fais même un épisode 2, le retour.